Mesdames, Messieurs, bonjour, la communauté versatile. Salut, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour cette quotidienne du 27 janvier 2025. Il est 11 heures lorsque j'enregistre cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on commence aujourd'hui de manière exceptionnelle par l'analyse technique avant de commencer par l'analyse fondamentale et surtout le point macro du jour. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la quotidienne, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format-là. Vous savez que vous avez accès à ce contenu gratuitement sur la plateforme Versatile avec un jour d'avance par rapport à YouTube. D'ailleurs, il faudrait qu'on se trouve un petit nom pour cette quotidienne. Donc n'hésitez pas à nous mettre des suggestions dans les commentaires si vous avez, voilà, si vous avez des suggestions de noms pour renommer cette petite quotidienne et lui donner un petit nom sympathique. Donc on commence tout de suite avec cette analyse technique et vous pouvez le voir, Nvidia en pré-market, puisque les marchés US ne sont pas encore ouverts, mais les institutionnels et les traders peuvent trader en pré-market avant l'ouverture des marchés aux États-Unis et en Europe aussi d'ailleurs. En pré-market est en chute libre de plus de 10% actuellement, donc va peut-être ouvrir, si on ne ravale pas cette baisse, sous sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire avec un énorme gap d'ouverture baissier. Qu'est-ce qui se passe? Là, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est inhérent à Nvidia. On regarde Microsoft, c'est aussi la même chose, hein, puisque Microsoft en pré-market est actuellement en cours d'échange à moins 5% par rapport à son cours de clôture de vendredi. Meta également, et vous allez voir que c'est fortement lié, enfin les Magnificent Seven, donc les plus grosses entreprises américaines, hein, c'est le cas pour toutes ces entreprises. Vous pouvez le voir ici sur Meta, spécialement sur, bah, on l'a vu sur Nvidia, hein. C'est également le cas pour Google, Amazon, globalement tout le marché US. Voilà, tous les marchés US, donc Nasdaq, SP500, on le verra tout à l'heure dans les news macro, sont en pré-market en grosse correction. Et ça, quelle en est la raison? La raison en est globalement assez simple, ou en tout cas, voilà, c'est très relié à cette raison-là. On en a parlé hier, c'est assez marrant, c'est assez cocasse en termes de timing. On en a parlé dans le live d'hier sur la plateforme Versatile. Donc cette fois-ci, ces lives hebdomadaires ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont rejoint la communauté. L'accès est 100% gratuit, hein, tous les liens sont sur la chaîne, donc vous pouvez le rejoindre si vous voulez avoir accès à ces lives. Mais tout ça, c'est dû à une grosse annonce des comptes de DeepSeek. Donc, DeepSeek, qu'est-ce que c'est? On en a parlé hier. Donc, les versatiles, vous savez déjà ce que c'est. La communauté versatile, vous savez déjà ce que c'est. Mais c'est ce qui pourrait s'apparenter aujourd'hui. On a l'impression à ce qu'il va se positionner comme étant le principal concurrent de OpenAI, de ChatGPT en réalité. Et donc, qui est une nouvelle IA développée par la Chine qu'on vous a présenté hier avec à la suite d'une longue conversation. On a vu que cette IA était effectivement capable, dans énormément de domaines, de battre tout simplement et de battre à plat de couture, de faire mieux tout simplement que la plupart des IA qui sont actuellement sur le marché, notamment ChatGPT 4o. Voilà, donc on pourrait se dire, d'accord, bon bah voilà, il y a une nouvelle IA, pourquoi est-ce que ça vient autant disrupter le marché? Parce que finalement, comme vous pouvez le voir ici, il y a d'autres IA, il y a ChatGPT, mais il y a eu Claude qui est sorti, il y a Llama, il y a Qwen, plus d'autres modèles. Pourquoi DeepSeek V3 vient bousculer les lignes comme ça? Bah déjà, premièrement, c'est une IA qui a été développée directement par la Chine. Mais surtout, le plus important, là où effectivement on a Trump qui a commencé à nous parler du projet Stargate, investir 500 milliards, énorme, 500 milliards dans des data centers pour l'IA, etc. On a l'information que déjà DeepSeek est top 1 devant ChatGPT en termes de téléchargement sur l'Apple Store. Donc voilà, les gens sont curieux, c'est normal. Mais surtout, on a eu l'information que DeepSeek a été construit en moins de 8 semaines, en moins de 2 mois, pour la modique somme de moins de 10 millions de dollars. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, par-dessus tout, ça a été construit avec des chips, donc avec des processeurs NVIDIA, des GPU NVIDIA qui ne sont pas aujourd'hui ceux de dernière génération, puisqu'il y a un embargo assez important une fois de plus, on l'a vu hier, hein, puisqu'il y a un embargo assez important des États-Unis vis-à-vis de ce que Nvidia peut exporter en termes de puissance d'outils, de GPU, tout simplement, et une petite team de moins de 200 personnes. En même temps, les US voilà, sont en train d'investir, de jeter, ici on nous dit 500 milliards dans l'IA. Et voilà, le compte là, la Cobesi Letter, nous dit comment le Nasdaq ne pourrait ne pas être pourrait ne pas avoir de problème avec toutes ces nouvelles. Alors effectivement, c'est une nouvelle qui est extrêmement disruptive. Si c'est la réalité, une fois de plus, les informations qui viennent de Chine, voilà, sont toujours un peu à prendre avec des pincettes parce que c'est très compliqué de trianguler, de vérifier toute la véracité des informations.
Mais effectivement, imaginez une seule seconde que les Chinois ont réussi avec moins de 200 personnes, en moins de 8 semaines, avec moins de 10 millions de dollars à développer, en plus de ça, avec des GPU qui sont périmés, entre guillemets, des vieux GPU NVIDIA, de la puissance de calcul qui est moins puissante que celle qu'on a, à celle qu'on a accès aujourd'hui, un modèle qui est plus puissant que ChatGPT de OpenAI. C'est la raison pour laquelle voilà, ça génère plein de questions, une grosse source d'instabilité, et c'est la raison pour laquelle voilà, les marchés américains, drivés par les Magnificent Seven bien évidemment, sont actuellement en pré-market en complète chute libre. Voilà, tout simplement. On a cette petite info, voilà, Bitcoin, on va le voir tout à l'heure, on va revenir sur les crypto-monnaies, mais est en baisse de 7% puisque lui suit tout simplement le reste du marché. L'or moins 1%, mais surtout le pré-market, voilà, Meta moins 4,5, Tesla moins 3,5, Nvidia maintenant on est en moins 10, même plus en moins 8, Google moins 4, Amazon moins 4, Microsoft moins 4, et Broadcom qui est dans les télécoms, moins 8 également. Voilà. À voir, puisque ça va être une semaine qui est extrêmement cruciale aux États-Unis. Je vais essayer de pas trop utiliser ce terme pour pas diminuer son importance, mais effectivement, on a la décision, donc on l'a déjà vu dans les points quotidiens de la semaine dernière et dans le live d'hier. On a les décisions de la Fed en ce qui concerne les taux. On a plusieurs échéances assez importantes cette semaine, notamment les publications des résultats des Magnificent Seven entre le 28-29 janvier jusqu'au 4 février, il me semble. Donc voilà, on peut ouvrir la semaine dans le rouge complet et la terminer sur une belle bougie haussière euh, sans aucun souci. Donc voilà, on va continuer à monitorer ça tout doucement et puis surtout, on va surtout voir quels sont les niveaux clés support sur Bitcoin parce qu'en réalité, c'est ce qui nous intéresse, hein, ce sont nos crypto-monnaies. On a Grégory Raymond qui nous rapporte que c'est un sale temps pour les détenteurs de crypto en France, bien évidemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Sénat a voté vendredi son projet de budget 2025 avec un impôt qui a été dérivé, qui est devenu un impôt sur la fortune improductive, qui était l'impôt sur la fortune avant, et qui est aujourd'hui l'impôt sur la fortune improductive, incluant les crypto-monnaies. Je vous la fais courte. Vous risquez d'être imposé sur votre plus-value latente et donc virtuelle, c'est-à-dire qu'au 1er janvier, vous aurez à déclarer, et je crois que c'est déjà le cas par exemple aux Pays-Bas, vérifiez cette information parce que j'en suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est le cas. C'est-à-dire que voilà, au 1er janvier, vous allez déclarer vos avoirs en crypto-monnaie, peu importe si vous les avez vendus en stablecoin ou pas, et potentiellement être imposé donc sur les plus-values latentes si vous avez fait des plus-values latentes. Là où c'est un peu injuste, c'est que dans le cadre des crypto-monnaies, pour l'instant, on ne peut pas déduire les moins-values, contrairement aux actions et à la bourse traditionnelle. Bien évidemment, ça a été voté par le Sénat uniquement. En France, vous savez qu'il faut que ça soit voté par les deux chambres des représentants, et donc ça va être au tour de l'Assemblée nationale. On verra ce qu'ils vont nous pondre. Autre histoire, autre news macroéconomique assez incroyable, c'est l'histoire du jour. Trump gagne, ça nous est ramené ici par Money Radar, Trump gagne une guerre commerciale en moins de 10 heures contre la Colombie. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, Trump, ça fait aujourd'hui 7 jours qu'il est officiellement devenu le président des États-Unis, qu'il a commencé à signer tous ses décrets. Il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Pas d'avis politique, hein, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais la réalité, c'est que voilà, il y a eu énormément d'actions depuis qu'il est là. Et il a commencé à rapatrier et à expulser plein de personnes qui, selon lui, n'ont pas à être sur le territoire américain, notamment des Colombiens. En fait, il a envoyé deux avions qui n'ont pas pu atterrir en Colombie puisqu'ils ont été refusés par le président colombien qui ne voulait pas que ces avions américains atterrissent en Colombie. Ce qui s'est passé directement dans la foulée, hein, Trump a imposé brutalement des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits colombiens, date à effet immédiat, menace de les porter à 5% sur 7 jours sous 7 jours, et des sanctions sur les visas des officiels colombiens. Donc tout simplement, il a annulé le visa de tous les officiels, dont le président de la République colombienne, dont le président colombien. Et la réaction de la Colombie a été chaotique, puisque dans un premier temps, il y a eu un refus, une menace de représailles, puis quelques minutes plus tard, la Colombie a annoncé des tarifs de 25% sur les produits, des taxes de 25% sur les produits US, et 8 heures après la déclaration de Trump sur tous les tarifs douaniers et les visas, on a eu une capitulation totale, puisque le président Petro a mis à disposition, donc colombien, l'avion présidentiel pour rapatrier les migrants illégaux. Donc, dans ce cas, dans cette bataille-là, victoire éclair de Donald Trump, qui donne clairement le ton, hein. Pour moi, c'est pas qui pourrait donner le ton, hein, c'est qui donne le ton pour d'autres conflits commerciaux. Les marchés s'inquiètent déjà pour le Mexique, par exemple. Le message est clair, Trump n'hésitera pas à utiliser l'arme commerciale de manière brutale et immédiate. Voilà, une fois de plus, c'est ni bien ni mal. Je n'ai pas, enfin, j'ai mon avis, mais je ne vous le communique pas là-dessus. Mais c'est les faits tels qu'ils se sont déroulés. Et voilà, bon, ça va probablement swinguer avec Donald Trump dans les prochains temps.
D'ailleurs, en parlant de Donald Trump, on a son fonds d'investissement dans la crypto-monnaie, donc World Liberty Financial, qui hold maintenant, aujourd'hui, 390 millions de dollars de crypto-monnaie, d'équivalent crypto-monnaie. Vous pouvez voir que la majorité, puisque c'est plus de la moitié, c'est à peu près la moitié de ses avoirs, sont en Ethereum. Donc voilà, j'ai eu une question dans la quotidienne précédente sur l'analyse de chart d'Ethereum, puisqu'on n'en parle pas trop. Effectivement, Ethereum dort depuis un bon moment, mais vous pouvez voir que les institutionnels slash la smart money en accumulent de manière importante. Et je pense que quand Ethereum va partir, il va partir comme un bouchon de champagne, tout simplement. Et on verra tout à l'heure sur le chart d'ailleurs qu'on est globalement dans les temps pour Ethereum et que la phase haussière, historiquement, voilà, si on se base toujours sur les moyennes du passé, hein, est probablement devant nous. Donc voilà encore du wrapped Bitcoin, du STETH, donc du staked Ethereum, des stablecoins, donc encore de la force d'achat, du Tron, du Link et du AAVE. Donc ça tombe bien, c'est la plupart de ces monnaies-là, on les a dans le wallet, dans nos propres wallets. Donc voilà. Pour en revenir aux crypto-monnaies à proprement parler, on a, malgré la correction qu'on va voir aujourd'hui, Ali Chars qui nous rappelle, et dont on en avait déjà parlé, je vous en avais déjà parlé, que le cycle actuel se superpose de manière quasi parfaite avec le cycle de 2015-2018. Si on se fie toujours à ces projections, alors une fois de plus, hein, je vous le rappelle, les performances du passé ne présagent pas des performances futures, mais Bitcoin est un actif qui est énormément cyclique, n'en déplaise à toutes les personnes qui nous donnent ce dicton, je suis d'accord avec, mais en attendant, ça se passe systématiquement de la même façon jusqu'au jour où voilà, le marché viendra être disrupté, mais c'est pas ce sur quoi on spécule. Donc vous pouvez voir qu'ici, on a eu en 2015-2018, très proche de la phase haussière, une phase finale de correction, peut-être la phase qu'on a cette semaine ou qu'on aura les 2 prochaines semaines. Et ensuite, on rentre dans une phase haussière où, bon, bah voilà, c'est toujours en dents de scie, hein, on monte, on stabilise, slash correction. Phase d'euphorie finale, c'était jusqu'en octobre 2000, jusqu'en fin d'année même d'ailleurs, 2025. Et avant de rentrer dans le bear market. Donc voilà, on superpose de façon quasi identique pour l'instant sur ce cycle-là. Donc on espère que ça va continuer de la même manière. Et pareil, on a Dave the Wave. Donc je vous ai déjà parlé de ce compte, hein. C'est un compte d'analyse technique très très pointu puisque c'est quelqu'un qui a réussi à donner le top de marché précédent qui était extrêmement compliqué, qui s'est mouillé pour le donner d'ailleurs, puisqu'il avait annoncé à proche de 70 000 dollars, là où tout le monde voyait le Bitcoin aller à 100 000 dollars et il s'est énormément fait railler jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement il avait raison. Et pareil pour le bottom de marché qui a été call aux alentours des 16 000, 17 000 dollars. Alors que énormément de gens disaient que voilà, historiquement, on n'est jamais passé en dessous du précédent ATH qui était plutôt à 20 000 dollars. Et on a eu un flush ultime. Donc voilà, c'est un compte qui est hyper important s'il n'y en avait qu'un ou deux à suivre. Parce que sur Twitter, par exemple, je ne suivrai que ce compte et peut-être celui de Willy Woo, par exemple, qui sont vraiment des OG et extrêmement forts en analyse technique et on-chain. Donc voilà, on a ce compte-là, Dave the Wave, qui nous dit que effectivement, Bitcoin n'a jamais attendu, écouté, réagi aux news macroéconomiques sur le long terme, aux choix des politiciens. La seule chose qui compte, c'est l'action de prix. Et vous pouvez voir que historiquement, depuis des années, depuis sa création, Bitcoin évolue dans ce pattern, donc le pattern, voilà, un genre de pattern logarithmique haussier. Et vous pouvez voir qu'ici, on est au milieu du pattern, hein, et on attend donc d'avoir une hausse. Alors, je ne pense pas qu'on ira revoir, comme ici, le haut de la borne, puisque ça nous ramènerait au-dessus des 200 000 dollars. Vous savez qu'on ne spécule pas sur des cibles aussi hautes. Mais effectivement, même si la volatilité s'écrase, vous pouvez voir qu'on est orienté vers la hausse, qu'on va se rapprocher de ces bornes avant de repartir pour le bear market fin 2025, 2026, 2027. Voilà pour les news macroéconomiques. On va tout de suite prendre très rapidement, je vais commencer par les monnaies d'ailleurs, puisque vous pouvez voir qu'on a clôturé la semaine dernière sur le DXY et c'est une des choses les plus importantes à regarder pour nous en crypto-monnaie, là actuellement, qui est la force relative du dollar. Grosse bougie de décharge baissière, donc on espère que cette semaine ça va continuer. Pour l'instant, on est stable autour des 107 dollars pour le DXY, la moyenne mobile 20 en hebdomadaire qui est autour de 105, la 50 qui est autour de 104 et on espère potentiellement aller jusqu'à la 200 qui est aux alentours des 102 pour l'instant. Donc voilà, on le rappelle, hein, cet appel d'air baissier donne un potentiel haussier important sur les actifs à risque, notamment sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur notre ami Bitcoin justement? Semaine dernière, on a cette bougie avec un petit corps de bougie et des grandes mèches, notamment à la hausse, qui nous indique que effectivement le prix de Bitcoin n'est pas prêt pour l'instant à passer l'ATH local historique qui est à 108 000, 109 000 dollars. On peut voir qu'on a cette résistance au nord.
On a le support au sud, une fois de plus, qui est aux alentours des 90 000 dollars. C'est pas impossible qu'on aille visiter le bas de ce range, mais pour l'instant, on se situe aux alentours des 99 000 dollars avec un petit spike à 98 000 dollars. Et si vous vous rappelez bien, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a les liquidations, les expirations de 7 ou 8 milliards d'options, si je dis pas de bêtises, qui arrivent à la fin du mois, donc d'ici 3-4 jours, la fin de la semaine. Et le max pain price se situe aux alentours des 98 000 dollars. Donc vous voyez ce que je vous disais la semaine dernière en analysant ce genre de news. Bien évidemment ici que la baisse est drivée par la baisse des marchés classiques, hein, puisque c'est énormément corrélé au Nasdaq, au SP 500. Mais vous voyez toutes les corrélations qu'il y a entre les différentes nouvelles et les différentes informations qu'on peut avoir. Autre chose d'important à noter, hein, vous pouvez voir que la Bitcoin dominance, elle, est stable, voire en légère hausse, puisqu'on a 0,7%. Hein, voilà, la semaine dernière, on a eu une belle bougie haussière. On a l'impression que Bitcoin va continuer, la Bitcoin dominance va continuer sur sa tendance haussière. Hein, on ne va pas lâcher de l'Est pour l'instant. Et donc, qu'est-ce que ça retranscrit? Bah, vous le voyez ici sur la droite, hein, ça retranscrit tout simplement que quand BTC perd 3%, 5%, les altcoins, eux, ils perdent 10, 15, peut-être même 20% pour certains altcoins. Et donc, on n'est pas encore dans un marché qui va privilégier la hausse des altcoins, ou en tout cas la dominance des altcoins sur Bitcoin. Donc, il va falloir d'abord que cette Bitcoin dominance, une fois de plus, soit monte, soit se stabilise. On espère monte pas trop haut. Ou si ça drive tout le marché, si ça tire tout le marché, pourquoi pas, elle peut continuer à monter. Mais en tout cas, on va vraiment attendre un décrochage de cette Bitcoin dominance de manière impatiente si on joue si on spécule plutôt sur une alt season. Donc voilà en ce qui concerne la Bitcoin dominance. On va passer Ethereum très rapidement puisque j'ai eu dans les commentaires de la quotidienne précédente des questions sur Ethereum. Bon, bah Ethereum, hein, orienté à la baisse, vous voyez que c'est très moche pour l'instant puisqu'on perd en hebdomadaire la moyenne mobile 50 pour l'instant, la moyenne mobile 20. Semaine dernière, on est venu la tester, on a fait un tout petit corps de bougies, des grandes mèches. Ça, ces types de bougies-là, ça retranscrit une très grosse incertitude. Et donc là, pour l'instant, on est en train de casser à la baisse les moyennes mobiles 50, les moyennes mobiles 20 en hebdomadaire. On verra, on est au tout début de la semaine, hein, ne prenez pas du tout cette bougie pour argent comptant, c'est ce que je vous ai expliqué. Il suffit que la Fed finalement décide cette semaine de baisser de 0,25% par exemple, de 0,25 points ses taux directeurs, qu'on ait des très bons résultats pour les Magnificent Seven, et je vous assure que très probablement, tout le marché va se rediriger à la hausse, va se réorienter à la hausse, et on va avoir une magnifique clôture et cette mèche-là sera juste un retest de ces moyennes mobiles. Et tout ça sera du passé. Voilà. Donc il va falloir plutôt attendre à la fin de la semaine. Quoi qu'il en soit, si on clôture sous les moyennes mobiles, qui sont très proches d'ailleurs, 20 et 50 en hebdomadaire, vous voyez bien que le prochain gros support, ça sera très probablement cette boîte d'accumulation ici, ce range d'accumulation. Le haut du range, il est donc aux alentours des 2700, 2800. C'est un flush qui est totalement possible, hein, malgré cette bougie de breakout magnifique ici. Et la moyenne mobile 200 qui est aux alentours des 2500 dollars pour Ethereum, même si, selon moi, ça n'ira pas jusque-là. Ethereum, Bitcoin, bon bah voilà, hein, qui est en train d'aller chercher du pétrole, toujours la même histoire. Donc ça, c'est la force d'Ethereum par rapport à la force de Bitcoin. Hein. Vous voyez que pour l'instant, on n'a pas du tout de retournement de tendance. On n'aura pas, laissez-moi être très clair de ce côté, d'alt season, de phase d'euphorie puissante, tant que Ethereum, Bitcoin, tant que ce ratio ne se retournera pas à la hausse. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il va falloir scruter ça. Vous le voyez, hein, on était dans une tendance baissière qui est très claire. On a des retests sur sur la moyenne mobile 20. On a eu des retests assez tôt dans le cycle sur les moyennes mobiles 50. Mais pour l'instant, voilà, c'est Bitcoin qui drive tout le marché et on va devoir scruter un retournement de ce ratio Ethereum-Bitcoin pour spéculer sur une quelconque hausse des altcoins. Et voilà, nous, on pense chez Versatile que ça va arriver très probablement d'ici 1 à 2 semaines. On devrait se remettre à plat et se réorienter pardon, à la hausse. Puisque voilà, si on reprend le chart d'Ethereum, c'était en moyenne à 280 jours qu'on brisait l'ancienne ATH, d'accord? Donc 280 jours, ça nous ramenait à la semaine dernière. Vous voyez qu'on commence à être un peu laggy, donc à avoir un peu de retard. Ça peut encore durer 1 à 2 semaines, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on arrive très probablement en termes de moyenne historique, plus vers la fin de la correction ou de la phase d'accumulation d'Ethereum et qu'on va se rentrer tout doucement dans la phase de hausse, plutôt que l'inverse. Voilà, en tout cas, c'est ce sur quoi on spécule. En ce qui concerne les crypto-totaux, hein, voilà, je ne vais pas vous déballer toutes les histoires systématiquement. Hein, c'est exactement la même chose que pour Bitcoin. On est toujours dans ce range entre les 3700 milliards et l'ancienne ATH historique, les 3000 milliards. On est au milieu du range pour l'instant.
on est en train de comprimer la volatilité. Bon, là, on a effectivement un petit peu de volatilité, hein, mais vous voyez que c'est correctif, mais qu'on n'a aucun changement de tendance pour l'instant. Donc, c'est salutaire, vague de hausse. On se met à plat. Prochaine vague que l'on attend, ça sera une vague haussière. En tout cas, c'est ce sur quoi on spécule. Le crypto Total 3, c'est exactement la même chose. On est venu rechercher un support historique ici aux alentours des 950 milliards, 955 milliards. On peut aller chercher un peu plus bas au niveau de la moyenne mobile 20 qui est à 842 milliards. D'ailleurs, on a ici la zone support, deux zones support sur laquelle on a eu un rebond ici et ici aux alentours des 850 milliards. On pourrait aller faire un flush à ce niveau-là si les nouvelles sont vraiment mauvaises, si les marchés traditionnels se mettent réellement à corriger cette semaine, à aller chercher un dip, ce qui pourrait d'ailleurs être une bonne opportunité d'investissement, hein. Pour DCA, hein. On a déjà parlé de cette stratégie-là, de DCA sur les pullbacks sur les moyennes mobiles 20 en hebdomadaire. On doit pas être très loin, on le verra lorsque les marchés vont ouvrir cet après-midi. Quoi qu'il en soit, on va très probablement dans les prochains temps, puisqu'ici aussi on est pile poil dans le bon timing, dans les temps. En réalité, on voit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, voilà, beaucoup de gens qui sont inquiets de ne pas voir arriver cette fameuse alt season. Est-ce qu'on aura la alt season? Alors la alt season, on vous l'a expliqué, je vous l'ai déjà expliqué, elle n'aura pas la même tête que les précédentes alt season pour la simple et bonne raison que les marchés sont extrêmement dilués aujourd'hui. Il y a plus de 35 000 crypto-monnaies. Donc voilà, c'est énorme, 35 millions même si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un chiffre qui est totalement délirant, qui est totalement énorme, mais on aura bien évidemment, en tout cas, c'est ce sur quoi on spécule chez Versatile, une all season importante sur les leaders de narratif, les leaders de secteur. Et vous voyez qu'on est voilà, parfaitement dans les temps. Historiquement, c'était à 280 jours qu'on brisait la TH. 280 jours, c'est cette semaine que ça devrait se passer. C'est une moyenne, une fois de plus. Ça peut encore temporiser pendant 1 à 2 semaines. On sera toujours dans la moyenne. Donc voilà, c'est exactement ce sur quoi on spécule. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc vous avez les news macro, vous avez l'analyse technique. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur versatile.fr puisque l'accès est totalement gratuit. Vous avez accès à tout plein d'autres ressources, notamment toutes les positions qu'on prend en temps réel. Et puis voilà, bah moi je vous dis à demain. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires un petit suggestion de nom pour ces quotidiennes. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.